Fidèles à nos programmes, bonsoir et bienvenue sur ITV le 19h45. Dans l'actualité de ce jeudi, crise dans l'enseignement du moyen secondaire, l'État a 15 jours pour apporter des solutions concrètes aux principales revendications des enseignants. La rencontre d'aujourd'hui avec les syndicats peut être considérée comme un premier pas et le SAEMS et le QSEMS doivent maintenant se concerter pour décider de la suite de la grève. La fête continue au lendemain de la qualification du Sénégal en finale de la CAN. Autant de joie procurée par la victoire face au Burkina Faso. Les supporters se ruent vers les agences de voyage. Ils veulent être aux côtés des Lions au soir du dimanche 6 février, jour de finale. Une autre actualité qui a par contre suscité une vague d'indignation alors que le débat sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal est de plus en plus rude. 2 hommes ont été aperçus en plein débat sexuel et sur le toit d'une mosquée. Les détails, c'est à suivre. Et enfin, dans la rubrique culture de ce jeudi, on nous parle d'une série de concerts au rythme de la rumba congolaise. Le festival cinéma à la place du souvenir africain, ce sera en fin d'édition. La rencontre entre le gouvernement et les enseignants n'a pas été fructueuse. Ils se sont donné rendez-vous dans 15 jours pour délibérer sur la question du système de rémunération et du corps des administrations scolaires. Le ministre du Travail, Sambassy, qui a pris part à cette rencontre aujourd'hui, espère une issue heureuse. Je vous propose de le suivre. Nous avons discuté ce matin avec la partie syndicale enseignante autour de 2 questions importantes. La question du système indemnitaire et celle des administrateurs scolaires. Nous avons reconnu les uns et les autres que l'école était une chose importante pour les enseignants bien entendu, pour le gouvernement bien entendu, pour les parents d'élèves et pour toute la nation. Quand on discute de la question de l'école, ce qui est agité et en jeu, c'est la question de l'avenir du pays. Voilà pourquoi nous avons précisé qu'hier en Conseil des ministres, le président de la République a rappelé l'urgence qu'il y avait à gagner en pacification pour que nous puissions délivrer des enseignements apprentissages de qualité à nos enfants qui en ont besoin pour tenir dans un monde de compétition acharnée. Donc l'école est importante pour tout le monde et évidemment il faut faire face aux demandes des différentes parties pour pouvoir apaiser le champ scolaire. Nous avons discuté autour de questions difficiles. Nous nous sommes engagés à en retrouver au plus tard dans une quinzaine de jours. Ça ne veut pas dire qu'on va fatalement consommer ces 15 jours, mais l'idée, c'est d'avoir des propositions concrètes, aussi bien de la part du gouvernement que de la partie syndicale, pour voir, entre hommes de bonne volonté, créer le terrain sur lequel nous pourrions nous rencontrer raisonnablement pour essayer de dépasser la présente crise. Il faut qu'il y ait une issue heureuse à cette crise, parce qu'encore une fois, ce qui est en jeu transcende les individualités que nous sommes. J'ai indiqué tout à l'heure que ce qui est en jeu, c'est l'école, c'est l'avenir de notre pays. Et les syndicats d'enseignants doivent maintenant se concerter pour décider de la levée ou non du mouvement de grève. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, joint par la rédaction. Pour le reconnaître, à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte que le gouvernement n'était pas auteur de propositions concrètes par rapport à la question du système de rémunération. Ils avaient souhaité écouter d'abord la partie syndicale, ce que nous avons récusé, parce que nous considérons que le gouvernement doit d'abord faire ses propositions et que nous, on fasse nos contre-propositions. S'il n'y a pas de malentente, mais l'autorité pourrait arbitrer. C'est comme ça que nous voyons les choses. Alors, lorsqu'ils se sont rendus compte quand même que nous n'étions pas prêts à partager nos propositions, tant que nous n'écoutons pas la partie gouvernementale, ils ont décidé tout simplement qu'on se retrouve dans 15 jours pour qu'eux, ils amènent leurs propositions et qu'on continue les travaux. Mais de toute façon, encore une fois de plus, rien aujourd'hui ne sort de cette rencontre qui autoriserait qu'on suspende ou qu'on arrête quoi que ce soit. Pour nous-mêmes, les 15 jours, c'était très long. Bon, nous, la partie syndicale, nous prenons acte de ça. Mais si cela ne dépendait que de nous, dès la semaine prochaine, on se retrouve pour aller vers des propositions concrètes. Nous restons en tout cas à l'écoute et à la disposition du gouvernement du Sénégal.
Les parents sont tout aussi inquiets. L'année scolaire est peut-être menacée. Ils n'ont pas envie de voir leurs enfants, sacrifiés. En attendant, certains parents d'élèves préconisent l'apprentissage à domicile. C'est un reportage d'Abdourahmane Di avec Chérif Gueye. Il est bien compréhensible que les élèves manifestent pour retourner en classe et inadmissible que les enseignants fassent de la grève une arme pour arriver à leur fin. Avis de ce jeune parent d'élève qui invite les enseignants à retourner dans les salles de classe. Mais en attendant, son frère et lui ont engagé un répétiteur. Un enseignant qui va permettre aux élèves de réviser leurs cours et d'être à jour. De nos jours, se baser exclusivement sur ce que les élèves apprennent à l'école est une erreur. Les cours à domicile ont un avantage certain à mon sens. À la différence de Afiandoy, Saliou Mbaye impute l'entière responsabilité à l'État. Frère de 3 élèves, il ne reste pas de marbre face à cette morosité de l'enseignement au moyen secondaire, explique-t-il. On fait tout pour voir leurs lacunes, pour les corriger davantage. On se fie sur les programmes, on regarde les cahiers, d'où ils sont. Ses petits-fils sont certainement à la maison à cause de la grève des enseignants. Bara Diouf n'a cependant pas trouvé d'alternative à l'image de nos précédents interlocuteurs. Ni moi ni leur grand-mère ne peut leur permettre de réviser leurs cours. Là où vous me trouvez, je suis à la quête de la dépense quotidienne. Je quitte Keur-Massar tôt le matin. Je prends le car pour y retourner. Une fois à la maison, je suis exténué. L'impératif à ce moment-là, c'est de me reposer. Des parents d'élèves qui espèrent une solution définitive à ce problème entre l'État et les syndicats d'enseignants. Et l'autre titre de ce jeudi, les agences de voyage sont débordées à 3 jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde veut se rendre au Cameroun pour assister à cette finale et supporter de près les Lions de la Teranga. Les agences se sont donc réajustées face à cette forte demande avec de nouvelles offres proposées aux clients, Pape Ibrahim Ndiaye et Babacar Diop. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est allé le début d'un long périple qui mène à Yaoundé. Sur leur chemin, ces travailleurs dans une agence de voyage qui s'active pour les satisfaire. Ils marchent au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, surtout depuis la qualification des Lions en finale. Oui, il y a une influence, la demande elle est là. Également, il y a la compagnie nationale Air Sénégal a prévu de mettre des vols supplémentaires sur Yaoundé. Donc on appelle tous les Sénégalais qui en ont les moyens à venir vraiment massivement aller à Yaoundé pour supporter les Lions pour la finale. Mais en réalité, la finale n'est qu'une consécration. La montée en puissance des chiffres coïncide avec celle des Lions dans la compétition. Oui, l'affluence est au rendez-vous depuis le match dernier. Hier, on a vendu des billets sur Yaoundé, donc avant même le match de la finale, avant la qualification. Donc l'engagement est là, l'engouement est au rendez-vous. Avec cette finale qui se profile à l'horizon, la plupart des agences ont revu leur offre pour attirer la clientèle. Ça dépend des bourses. La demande est là et puis on a aussi des packages avec le billet d'avion et l'hébergement, et tout compris, pour aller assister à la finale. Ouais, bon, à peu près, disons, avec peut-être, on va dire, dans les 500 quelques mille. Donc, on attend, il y a Air Sénégal qui doit mettre des vols sur Yaoundé. Donc avec ça, ça va beaucoup faciliter pour les desserts sur Yaoundé. Les travailleurs des agences de voyage sont aussi de tout cœur avec les Lions du Sénégal. La preuve, ils n'hésitent pas à revivre l'intégralité du match Sénégal-Burkina Faso. Ils espèrent que les Lions connaîtront le même sort à l'issue de la finale dimanche soir, et ce, peu importe l'adversaire qui se présentera devant eux. Le business des maillots explose également. Les vendeurs ont constaté une hausse spectaculaire des commandes ces derniers jours. Et bien évidemment, cette ruée provoque une légère augmentation des prix. C'est un reportage de Abdourahmane Li, réalisé au marché Sandaga.
La stratégie marketing de Moustapha Ciss consiste à montrer l'exemple. Porter son maillot pour attirer l'attention des potentiels acheteurs. La démarche porte ses fruits puisqu'il a épuisé son stock. Il est à Sandaga pour s'approvisionner à nouveau, un business florissant à ce stade de la compétition. Au début, nous vendions le maillot à 13 000, mais aujourd'hui, le prix a évolué jusqu'à 15 000. Et depuis que l'équipe s'est qualifiée en finale de la compétition continentale, notre business marche bien. Au début, beaucoup de Sénégalais n'avaient pas trop confiance à cette équipe, mais depuis quelque temps, il y a eu une inversion de la tendance, à l'avantage bien sûr de notre business. De l'autre côté de la rue, nous apercevons Mara Diouf. Ce vendeur de maillots a au bout du fil un client qui veut acheter plusieurs maillots pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des maillots de la génération 2002, celle de 2019, mais aussi de maillots de la toute nouvelle génération. C'est ce que Mara vend. Les prix varient. 5 000, 3 000, 4 000. Le prix plafond des maillots est de 10 000. Nous vendons aussi des maillots à 3 000 ou encore à 4 000. Les gens viennent de plus en plus acheter au moment où je vous parle car l'équipe est en finale. Absatouba, comme pour confirmer les propos de Mara Diouf, marchande un maillot de l'équipe nationale du Sénégal de football pour son fils, un petit fan de Sadio Mané. J'ai déjà acheté un maillot qui m'a été vendu à 10 000 francs. Là, je suis venu acheter pour mon fils. C'est cher les maillots, c'est pas grave. De toute façon, on est prêt à mettre le prix, même si c'est 50 000 francs. Des Sénégalais prêts à tout pour juste voir les joueurs sénégalais revenir de la CAN avec le trophée continental. Une très grande émotion hier après la victoire. Des scènes de joie. Deux fêtes, les Sénégalais ont célébré cette victoire comme si c'était une finale remportée. Et Boubacar Dia nous fait vivre, oui, à nouveau toutes ces vibrations dans un quartier comme Niaritali. Des acclamations à chaque occasion des Lions. À la 28e minute, l'arbitre siffle un penalty sur Cheikhou Kouyaté avant de revenir sur sa décision. La VAR est passé par là. Après un sauvetage d'Edouard Mendy à la 39e minute, un penalty est sifflé pour une deuxième fois. Penalty encore annulé dans les ultimes secondes de la première période. Une bonne première période des Lions, selon ses supporters, qui se sentent confiants. Vu la physionomie de la première période, je suis rassuré que la deuxième sera meilleure et que le Sénégal va marquer. La satisfaction des supporters se confirme à la seconde période. Abdoul Ahad Diallo ouvre le score pour le Sénégal à la 70e minute. 6 minutes après, le Sénégal double la mise. Les Burkinabés se rebiffent et parviennent à réduire la marque à la 82e. Mais Sadio Mané va libérer le peuple sénégalais en marquant le 3e but de Lyon à la 87e minute de jeu. Au coup de sifflet final, l'émotion domine chez les supporters. Nous sommes trop contents. J'ai le cœur rempli de joie. Je ne peux même pas parler tellement l'émotion me domine. Nous, qui sommes de la génération 2000, cette finale est la seconde pour nous. En 2019, nous l'avions perdue et j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Surtout pour nous les jeunes. Le Sénégal attend de connaître son adversaire entre les Lions indomptables et les Pharaons. Mais en attendant, les Sénégalais savourent cette qualification en finale la deuxième fois consécutive. Une troisième finale pour le Sénégal après 2002 et 2019. C'est en 2022 que les Lions du Sénégal vont tenter encore de décrocher cette Coupe d'Afrique pour une première fois. Et on s'en souvient, en 2002, c'était contre le Cameroun. En 2019, l'Algérie. Mais cette année, ce sera entre le Cameroun et l'Égypte. Le match qui se joue à l'instant. Le score 0 but partout. Le Sénégal et l'histoire des finales. Un sujet de Cheikh Diop et Serine Saludem depuis Yaoundé. Après 2002 et 2019, le Sénégal va disputer sa troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2022.
Une finale que les Lions vont espérer gagner puisqu'ils ont toujours échoué à la porte du sacre continental. En 2002 au Mali, c'était la première finale de l'histoire du Sénégal. Face au Cameroun de Samuel Eto'o, la Banda Aliou Cissé a dominé la rencontre, s'est créé beaucoup d'occasions mais sans marquer. Malheureusement au tir au but, El Hadji Ousseynou Diouf, Aliou Cissé et Andy Faye ont échoué devant Aliou Mboucar. Un premier échec difficile à avaler pour une équipe qui a pourtant le talent nécessaire pour dominer le football africain. Fini l'ère de la génération dorée, mais Aliou Cissé revient en tant que sélectionneur. Et c'est décidément une histoire de finale entre lui et le Sénégal. À la tête de l'équipe depuis 2015, il va réussir à jouer une seconde finale en 2019 lors de la CAN en Égypte. Après un parcours où le Sénégal ne s'était incliné qu'une seule fois face à l'Algérie, c'est encore ce même bourreau qui va se présenter en finale pour empêcher aux Lions de remporter la coupe. La faute à un Bagdad Bouneja chirurgical. C'est en première période que les Fennecs déclenchent une frappe lointaine pour tromper la vigilance d'Alfred Gomis trop avancé sur sa ligne. 1-0, le Sénégal ne reviendra pas dans ce match. La déception fut grande, mais Aliou Cissé est maintenu à la tête de l'équipe jusqu'à cette CAN 2021. Après des phases de poule poussive, le Sénégal monte en puissance, bat le Cap-Vert en huitième de finale, la Guinée équatoriale en quart et le Burkina Faso en demi. Une troisième finale avec beaucoup d'espoir pour tout le peuple sénégalais qui espère enfin voir son équipe dominer le football africain. Et cela s'est produit hier à la Cité Grecque de Mermoz. Alors que toutes les attentions étaient tournées vers le match Sénégal-Burkina Faso, 2 hommes ont été aperçus en plein débat sexuel et tenez-vous bien sur le toit d'une mosquée. La presse de ce jour enseigne qu'il s'agit d'un adulte de 35 ans et d'un jeune garçon de 16 ans. Mamadou Dieng et Barasso se sont rendus sur place. Regardez. C'est ici, du haut de cette mosquée de Sicap Amitié Karak, que les faits se sont déroulés. Un adulte et un adolescent de 16 ans sont surpris mercredi en train de commettre l'acte inavouable. Le sujet a fait le tour des concessions de Sicap Karak Mermoz. Il alimente les débats, mais difficile pour certains de se prononcer devant la caméra. Franchement parler, on doit lutter contre ça. Parce que le pays ne mérite pas ça, donc les gens ne méritent pas ça. Et puis aussi les lieux ne méritent pas ça. Quand j'ai appris ça, ça m'a déçu, franchement parler. Ça m'a blessé au fond du cœur. En tant que musulman, c'est un sabotage quoi. Ça sabote l'islam déjà. Ça sabote les gens qui se disent qu'ils sont musulmans, ça les sabote. Aux alentours de la mosquée, c'est le calme plat. Seuls quelques apprenants de l'école coranique font des va-et-vient. À quelques jets de pierre, ce vendeur y installe son chariot depuis un moment. Il se dit choqué. Des riverains, ils ont réagi mal. Tout le monde est sorti, ils ont réagi. On suivait le match, mais les gens sont sortis. Il y avait eu beaucoup de mouvements. Les gens ont resté, ceux qui regardaient le match, ils ont sorti pour réagir à ça. On ne veut plus revoir ces genres d'action. Ces habitants de Sicap Karak, témoins des faits, sont sidérés par cet acte qu'ils ont du mal à qualifier. Mais l'un des 2 hommes ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Une confidence des riverains. Quoi qu'il en soit, les riverains n'ont pas tardé à investir le lieu de culte pour s'indigner. Même si l'on était en plein match de football, Sénégal-Burkina Faso, jamais un tel acte ne s'est produit dans ce secteur, selon nos interlocuteurs. Merci Mamadou Dieng pour ce reportage. Et c'est désormais officiel. Le président de la République a fixé la date des élections législatives au 31 juillet prochain. Selon la fin des spéculations, un expert électoral nous explique les préalables pour un bon scrutin. Et Djibril Ning répondait aux questions de Maï Cissé dans Kenwas Kanui sur ITV. Il s'agit notamment d'abord du décret qui convoque le corps électoral. Je pense que c'est déjà fait. Avec le Conseil des ministres d'hier. Ensuite, il y a l'arrêté qui fixe le montant de la caution que le ministre de l'Intérieur doit prendre à 150 jours
de la date du scrutin. Il y a le modèle des fiches de collecte des parrainages. L'arrêté qui doit aussi également fixer cela doit être pris, en même temps d'ailleurs que l'arrêté fixant le montant de la caution. Ensuite, il y a un décret que le président de la République doit prendre, non seulement, ou avant même cela, pour instituer la commission de révision des listes exceptionnelles. Hein, n'est-ce pas? Les commissions plutôt, les commissions pour la révision exceptionnelle des listes électorales. Oui. Il y a ce décret-là qui doit être pris, d'ailleurs très tôt, n'est-ce pas, pour que cette révision des listes puisse se faire au courant du mois de février, et pour que ceux qui auront 18 ans le jour des élections puissent aller s'inscrire, n'est-ce pas? Il y a enfin la déclaration des candidatures qui doit se faire à 70 jours, voire 75 jours de la date du scrutin. Donc, tous ces préalables-là, il faut les satisfaire, évidemment, pour que les élections puissent se tenir de façon régulière. Il y a également l'édition, l'imprimerie, l'édition des listes. Oui. Hein, des listes en nombre suffisant. Toute autre chose, l'IRSF appuie le ministère de la Santé en matériel spécifique pour lutter contre les maladies émergentes et pour la définition. Ce sont des maladies anciennement connues ou nouvellement identifiées dont l'incidence augmente d'une manière inattendue. Alors ce dispositif devrait permettre d'améliorer la qualité des résultats d'analyse. À noter également que 25 techniciens biomédicaux ont été formés en maintenance. Là-dessus, le directeur des infrastructures et des équipements au ministère de la Santé, Madjouf, au micro de Babacar Seck. Cette formation qui a porté essentiellement sur la métrologie, sur la calibration, sur l'étalonnage, mais également c'est une formation qui a permis aux techniciens de maintenance de s'initier un peu à des normes internationales, normes ISO, normes de laboratoire, la 17025 qui est important. Donc c'est une formation qui a permis aux techniciens aujourd'hui de connaître l'importance de la métrologie, ses concepts, mais également de mieux comprendre les précautions qu'il faut faire lorsqu'on a un tonneau dans son appareil. Qu'est-ce qu'il faudra faire après la réparation? Il faudra travailler, assurer certaines mesures pour remettre les paramètres initiaux à ces équipements-là. C'est pourquoi cette formation de métrologie est vraiment importante pour ces techniciens de maintenance qui assurent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entretien. Au-delà des connaissances également, l'IRSF et l'équipe a doté ces techniciens d'outils parce qu'il ne sert à rien d'avoir une connaissance. La formation, on a remis 2 kits. Un kit de maintenance pour assurer justement l'entretien, mais également un autre kit de métrologie qui permet à chaque fois qu'on intervient de pouvoir mesurer la pression, de pouvoir mesurer la température et d'autres paramètres en tout cas qui sont jugés nécessaires à chaque fois et qui rentrent dans le cadre de la métrologie. Et notre reportage du jour sur l'insalubrité à bord des transports en commun et dans nos gares routières. Un manque d'entretien, les responsabilités sont peut-être partagées. Ce qui est sûr, les conducteurs et receveurs que nous avons interrogés dans ce reportage qui va tout de suite suivre dénoncent le comportement incivique de certains clients. Mamadou Jean et Céline Mbaye. Des véhicules Tata et Djadjaï partagent la gare routière de Petersen, un endroit réservé au transport en commun où la propreté fait défaut. L'insalubrité de ce lieu public ne passe pas inaperçue, souligne le chef des lieux. Il décrit un défaut d'entretien. C'est dû à un défaut d'entretien. Le nettoyage des lieux publics doit se faire tous les jours. Mais parfois, il reste des jours sans passer par là. Ceux qui sont là aussi mettent parfois leurs ordures dans les véhicules en panne, où ils attendent la nuit pour verser ça aux alentours de la gare routière. Le nettoyage est parfois fait par l'UCG ou la mairie. 3. Parfois, ICG ou la mairie, mais nous toujours. Un manque de salubrité également visible à bord des véhicules.
Conducteurs et apprentis sont sidérés par ces comportements qu'ils constatent, surtout à la descente, au moment de nettoyer le véhicule, des immondices de tout genre. Les véhicules sont nettoyés le matin mais remplis d'ordures le soir. Des ordures de toutes sortes. C'est vraiment malpropre. Parfois je trouve des couches à jeter dans le véhicule, des cacahuètes. Dakar a vibré au rythme de la rumba congolaise la semaine dernière. Le festival cinéma où les rencontres du film musical de Dakar sont des concerts avec des artistes venus du Congo et des masterclass, entre autres. Autorités culturelles du Sénégal et du Congo encore, du Gabon ont pris part à cet événement. Awa Diop et Augustin Mandan y étaient et c'est le sujet de notre rubrique culture de ce soir. Pas de hasard si on l'appelle le 7e art, les 6 autres ont tous un lien de complémentarité avec le cinéma. La musique, quant à elle, y est un indispensable. Et pour cette édition, la rumba congolaise, portée aujourd'hui par des créateurs de talent comme Fally Ipupa ou encore Ferré Gola, est à l'honneur selon l'initiateur du festival, le journaliste et promoteur culturel Alioune Diop. Le 7e art ne peut pas se faire sans musique. Sans bande originale, ce n'est pas possible. Donc la musique est partie intégrante du cinéma. Maintenant, si elle devient un thème ou un courant, ce n'est qu'un plus, en tout cas, raison pour laquelle nous l'exploitons. Nous l'exploitons pour que vraiment ce soit une discipline artistique valorisée par une discipline artistique. Le cinéma pour valoriser la musique. La rumba est considérée comme une partie essentielle et représentative de l'identité du peuple congolais et de ses populations de la diaspora. Cet honneur fait à ce genre musical de l'autre côté du continent s'explique par le symbolisme du lien historique entre l'Afrique et les Caraïbes. C'est au mois de mai 2019 qu'on a pris cette décision. Sur le plateau de Kinkiliba, de la RTS, on avait pris la décision d'organiser un événement autour de la rumba, un événement cinématographique autour de la rumba. Et l'objectif, c'était de soutenir nos frères congolais qui voulaient que la rumba soit reconnue comme patrimoine culturel universel. Pour que l'UNESCO corrige. Je dis corrige, il a rectifié, parce que l'UNESCO a reconnu d'abord la rumba cubaine comme patrimoine culturel universel, avant la rumba congolaise, alors que c'est la rumba congolaise qui est la sève nourricière de la rumba cubaine. La rumba cubaine découle de la rumba congolaise. Et pourtant, c'est elle qu'on a reconnue dans un premier temps. Mais là, c'est fait. On a voulu que le Sénégal joue son rôle pour que cette musique soit reconnue. Et là, c'est fait. Depuis 3 ans, on échange en permanence avec les 2 commissions nationales des 2 Congos, Brazza et Kinshasa. Le ministère de la Culture, premier soutien du festival à travers la direction de la cinématographie, a aussi pris part à l'événement. Pour le DCI, le Sénégal a joué un rôle important dans l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO, preuve de l'universalité de la musique mais aussi des liens profonds entre celle-ci et le cinéma. Ce festival est important parce que c'est un festival particulier qui célèbre le film musical. Ce n'est pas un festival ce n'est pas un film une musique de film, mais vraiment un film musical qui nous invite à découvrir les possibilités insoupçonnées du 7e art avec la complicité qu'il peut développer avec les autres arts, notamment la musique. Et nous sommes heureux de présider aujourd'hui à cette cérémonie. Le Sénégal a joué un rôle important à côté du Congo pour la reconnaissance de cette rumba. Et c'est cette rumba qui aujourd'hui à l'honneur. Je voudrais féliciter particulièrement Alioune Diop qui travaille depuis très longtemps pour la reconnaissance de cette rumba. Aujourd'hui c'est à l'honneur. Ce n'est pas parce qu'on l'a classé à l'UNESCO qu'il l'a choisi comme invité, comme invité musical, mais c'est parce qu'il a longtemps travaillé vraiment pour la reconnaissance de ce style musical. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'allier ce style musical au cinéma et de lancer l'année culturelle avec ce festival.
Parmi les activités essentielles du festival, des projections de documentaires sur la musique, à l'instar du long métrage La Rumba congolaise, Histoire et économie de Didier Moumengi, ou le dernier des Bantous de la capitale de Paul Soni Benga. Donc il y aura, comme vous le dites, des formations. Renforcer la capacité des journalistes culturels sur le traitement médiatique de la rumba. Comment traiter la rumba à la télé, à la radio et dans la presse écrite et presse en ligne. Il y a la rumba dans toutes ses déclinaisons. Les gens vont nous parler de la rumba. Comment elle est née, comment elle est arrivée à ce stade. Quelles sont les musiques que la rumba a influencées. Donc il y aura des conférences, des projections et des prestations. Un groupe congolais de Congo-Brazza et un autre groupe de la RD Congo, Caterpillar. Et pour Congo-Brazza, c'est Fresh qui va se produire avec son orchestre. Donc concert, conférences, projections et formations. Ouais. L'agréable, c'est ça. Le festival de documentaires musicaux fait partie des événements du programme Agenda de 3 ans initié par l'entreprise culturelle PACAF, Production artistique et culturelle d'Afrique, fondée et dirigée par le journaliste culturel Alun Diop. Et pour l'un des partenaires, Goethe Institut, la rumba congolaise, c'est aussi un genre musical qui permet la transmission de valeurs sociales et culturelles de la région, mais aussi la promotion d'une cohésion sociale, intergénérationnelle et solidaire. On se quitte sur ces images à audio que vous allez retrouver demain et le reste du week-end pour le 19-45. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne soirée.